se met à vomir 3 jours durant. Alors à cet âge-là, vous pensez à quoi quand vous vomissez? Vous pensez que peut-être vous faites une gastro, hein, on ne va pas tellement plus loin. Et donc il traîne comme ça avec ses vomissements pendant 3 jours, il n'a pas de maux de tête, il n'y a rien de particulier. Et au 3e jour, on voit une apparition de léthargie et de symptômes neurologiques. Donc là, il va être hospitalisé dans un service de neuro et il va passer par une phase d'énurésie et d'aphasie, hein, il est complètement ailleurs. Et puis il va être transféré assez rapidement finalement en réanimation, mais on prend 4 jours hein, pour faire quand même le diagnostic, parce que chez les adultes, on n'y pense pas systématiquement à ce dosage d'ammoniémie. Ce n'est pas du systématique, il faudrait aller très vite. Et je pourrais vous donner un autre exemple, mais je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais d'une histoire dans le même genre où on a mis des années avant de se rendre compte que c'était une forme qui n'était pas une forme qui s'est révélée de cette manière-là, et donc elle vivait avec des troubles psychiatriques importants, et personne ne pensait à faire un dosage d'ammoniémie. Et donc ici, il va tomber dans le coma, il a une hypertonie pyramidale, il a une ammoniémie, là, on y pense, on la dose, elle est très élevée, vous voyez qu'elle passe même à 1859, et cet homme va décéder 4 jours après la première hospitalisation, et le diagnostic qui va être fait, ça va être un diagnostic de déficit en OTC. Alors, ici, je résume un petit peu ce que c'est que le déficit en OTC, hein, qui est la deuxième enzyme du cycle de l'urée. Je vous l'ai dit déjà, le gène est porté par le chromosome X. Bon, les garçons, ils ont un spectre clinique qui va du coma néonatal à des formes asymptomatiques, comme cet homme jusqu'à 49 ans. Et les filles, 16% sont cliniquement symptomatiques, hein, ce que je vous ai déjà raconté, donc je passe très vite. La toxicité, pourquoi toxicité de l'ammoniémie? Eh bien, pourquoi l'ammoniac est toxique, hein? Ça conduit à cette molécule d'ammoniac peut conduire à des retards mentaux et à des œdèmes cérébraux jusqu'à, vous l'avez vu, jusqu'à des décès. Et le mécanisme qu'on invoque hein, pour cette toxicité, c'est qu'il y aurait une hyperproduction de glutamine, et ça on l'a vu, et ça veut dire, c'est pas tellement l'hyperproduction de glutamine, si, parce qu'elle pourrait expliquer l'effet osmotique, mais on a aussi une déplétion de glutamate, et si vous avez une déplétion en glutamate, vous avez une altération de la neurotransmission qui pourrait expliquer les troubles psychiatriques. Et puis vous avez aussi un déficit dans le produit qui est final de ce cycle qui est l'arginine, et donc ça entraîne des déficits. On a un neuromédiateur qui est le NO, et en créatine. Et puis, vous avez aussi, donc c'est résumé sur sur cette voie métabolique, une déplétion d'alpha-cétoglu, puisque vous synthétisez de la glutamine à partir de l'alpha-cétoglu. Et si vous avez un déficit en alpha-cétoglu, vous avez un déficit du cycle de Krebs, et donc un déficit énergétique. Tout ça, c'est toujours lié. Alors, les traitements, eh bien, des épurateurs d'ammoniac, ce que je vous ai déjà évoqué. Hein, j'ai évoqué le benzoate de sodium. Il y en a un autre qui est le phénylbutyrate de sodium, hein, qui est lui commercialisé aujourd'hui par ce laboratoire qui s'occupe des maladies orphelines, où on peut faire une épuration extra-rénale, comme on a fait chez ce petit bout quand il est arrivé à l'hôpital en urgence. Et puis, bien évidemment, on est obligé de limiter les apports en protéines, puisque chaque fois que vous mangez des protéines, chaque fois il y a du catabolisme et vous formez de l'ammoniac. Vous supplémentez en arginine, parce qu'il devient un acide aminé indispensable, il ne l'est pas. Vous avez que l'arginine est synthétisée via le cycle de l'urée. Et dans les déficits mitochondriaux, il faut apporter de la citrulline, de l'arginine, pour permettre de produire de l'arginine et pour permettre d'éliminer au moins un azote à partir de l'aspartate. Et si échec, ce que je vous ai dit, c'est la transplantation hépatique. Alors, la synthèse, alors résumé, le résumé très rapidement, hein, c'est le mécanisme principal de détoxification de l'ammoniac qui est exprimé dans le foie. Il consomme de l'énergie et des métabolites du cycle de Krebs, on a vu, et les déficits sont héréditaires et non, qu'est-ce que j'ai marqué? Déficit héréditaire? Et non, pourquoi j'ai... Ah oui, parce qu'il y a des formes qui sont des formes qui ne sont pas héréditaires. Excusez-moi, j'aurais pas dû le mettre ici. Et ce sont des hyperammoniémies traitables. Et ce qui est important, c'est là-dessus qu'il faut que j'insiste auprès de vous, c'est qu'un jour, peut-être, vous verrez un patient qui aura, dans une situation comme celle-là, pensé systématiquement à doser l'ammoniémie. Si vous reste ça, ce sera extraordinaire.
OK. Alors, la deuxième voie de dégradation, la deuxième voie d'élimination de l'azote, c'est l'ammoniogénèse. L'ammoniogénèse qui a lieu dans le rein. Et c'est une voie donc, qui est intéressante parce qu'elle est activée par l'acidose. Elle transforme la glutamine en ammoniac et donc permet ainsi l'élimination de H+. Parce que pour former un NH4+, il faut que vous pompiez un proton à partir du NH3 pour former un NH4+. Et donc, c'est deux étapes, cette ammoniogénèse. Hein, c'est la glutaminase phosphate dépendante qui est activable par H+. Glutamine plus de l'eau donne du glutamate plus du NH4+. Et la deuxième étape, c'est la glutamate déshydrogénase. Du glutamate, vous la reconnaissez, celle-là va donner l'alpha-cétoglutarate et vous libérez également du NH4+. Et donc de cette manière-là, c'est une voie intéressante parce qu'en situation d'acidose, eh bien, elle va éliminer des protons dans l'urine et donc elle va lutter contre l'acidose. Alors, et c'est la dernière partie de mon exposé aujourd'hui, c'est les fameux transports membranaires. Et transports membranaires, je vous ai évoqué déjà à propos de la mitochondrie 2 transporteurs pour permettre les intermédiaires de ce cycle de l'urée de passer la barrière mitochondriale. Mais vous avez 3 niveaux de transport. Vous avez un niveau au niveau de la barrière intestinale, hein, les cellules épithéliales, et vous allez voir qu'il y a des acides aminés, quand ils sont digérés, eh bien, ils vont soit traverser directement, soit utiliser des transporteurs spécifiques, au niveau des cellules où ils vont être utilisés et au niveau des organites où ils sont utilisés, c'est-à-dire la mitochondrie, le lysosome. Vous allez voir que je vais vous donner l'exemple d'une maladie lysosomale. À tous les niveaux des organites, vous avez possibilité de transporter ces molécules. Alors, le premier exemple que je vous donne, c'est le transport à travers la cellule épithéliale. Donc, l'absorption au niveau intestinal, et vous allez voir l'absorption au niveau également rénal. Au niveau intestinal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour les acides aminés dibasiques et la cystine, elles utilisent ces deux groupes d'acides aminés, cystine et acides aminés dibasiques, utilisent les mêmes transporteurs. Au niveau de la membrane luminale, c'est-à-dire au début, enfin, à l'entrée des acides aminés dans la cellule, qu'est-ce qui se passe? Pour les acides aminés dibasiques, il existe un transporteur spécifique qui va faire rentrer les acides aminés dibasiques et la cystine. Et au niveau de la membrane basolatérale, donc à la sortie, si je puis dire, de la cellule, il existe un autre transporteur qui permet le transfert dans le sang de ces acides aminés. Dans une situation normale, les acides aminés dibasiques utilisent, et la cystine utilise ce transporteur pour entrer, et utilise ce transporteur pour sortir. Mais les acides aminés dibasiques, ils ont la particularité, eux, la possibilité de rentrer sous forme de dipeptides librement dans la cellule, où ils sont dégradés, et dans ce cas de figure, ils doivent utiliser seulement ce transporteur-là pour traverser, on y arrive au niveau du sang. Lorsque vous avez un déficit de ce transporteur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les acides aminés dibasiques et la cystine ne rentrent pas. Vous êtes d'accord? Mais les acides aminés dibasiques sont capables encore de rentrer via les dipeptides et donc de traverser cette cellule et rentrer et être absorbés au niveau du sang. Parce que celui-là fonctionne. Donc, on aura une maladie qu'on va appeler la cystinurie dans ce cas de figure parce que seule la cystine ne rentre pas. Et si on a un déficit de ce transporteur ici, qui est sur la membrane basolatérale, cette fois-ci, les acides aminés dibasiques rentrent librement avec ce transporteur, la cystine rentre, mais dans ce cas de figure, ils ne ressortent pas de la cellule. Et donc, dans ce cas de figure, vous aurez un déficit des acides aminés dibasiques. Et ça, c'est une maladie qui est extrêmement grave, ce déficit en absorption des acides aminés dibasiques. Et donc, rapidement, je vais vous raconter ce que c'est que la cystinurie. La cystinurie, c'est une maladie génétique. Hein. C'est dû au déficit du transporteur sur la membrane au niveau de l'entrée des acides aminés dibasiques et de la cystine dans la cellule intestinale. Et vous avez donc une accumulation dans ce cas de figure de cystine. Pas tellement au niveau de l'absorption, on n'a pas de souci au niveau de l'absorption, si je puis dire, parce que si la cystine n'est pas absorbée, elle va être éliminée directement dans votre intestin, dans votre intestin. Mais au niveau de la réabsorption rénale, on va avoir un problème, puisqu'il ne va pas pouvoir, ça ne va pas pouvoir être réabsorbé au niveau de cette membrane-là. Et comme ça n'est pas réabsorbé au niveau du rein, qu'est-ce qui se passe? Et comme la cystine en particulier est un acide aminé qui est particulièrement insoluble, ben, il s'accumule. Et comme il s'accumule, et comme il y en a beaucoup, et comme ce n'est pas soluble, ça va précipiter. Et ça va conduire à quoi? Ça va conduire à des lithiases. Et vous aurez des gens qui auront des calculs rénaux.
D'accord? Alors, il n'y aura pas d'incidence d'absorption parce que la cystine n'est pas un acide aminé essentiel. Et donc, au niveau de l'intestin, ce n'est pas absorbé, mais ce n'est pas grave, on absorbe de la méthionine et la méthionine fabriquera la cystine. Donc, on n'a pas d'autre trouble qu'une lithiase rénale pour ce déficit particulier. Le deuxième déficit, c'est l'intolérance aux protéines dibasiques. Ça, c'est le déficit de l'enzyme, du transporteur qui se trouve à la sortie de la cellule. À ce moment-là, personne ne sort. Si personne ne sort, personne ne rentre dans le sang. Si personne ne rentre dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un déficit d'absorption des acides aminés dibasiques. Or, les acides aminés dibasiques, regardez, il y a la lysine, il y a l'ornithine, il y a l'arginine. Et vous allez avoir un déficit crucial en acides aminés indispensable dans ce cas de figure. Et si vous avez un déficit dans ces acides aminés indispensables, qu'est-ce qui se passe? Il y a une synthèse protéique qui ne peut plus se faire, c'est une situation qui est une situation catastrophique. Et donc, c'est une carence sévère en acides aminés indispensables, ça conduit à des retards de croissance très importants, et vous avez une carence de ces deux acides aminés qui sont l'arginine et l'ornithine, qui sont les intermédiaires du cycle de l'urée, et donc, si vous avez une carence de ces deux intermédiaires du cycle de l'urée, vous allez avoir aussi des hyperammoniémies. Et donc ici, le diagnostic se fait parce qu'il y a l'hyperammoniémie. Vous voyez que c'est une hyperammoniémie secondaire qui n'est pas un déficit direct du cycle de l'urée, mais qui conduit, en tous les cas, à des hyperammoniémies et qui conduisent à des déficits importants au niveau d'absorption de ces acides aminés indispensables. Et donc, comment traiter ces patients? Eh bien, la seule façon de traiter, c'est d'avoir une restriction sévère de l'apport en protéines naturelles. Et il me reste 2 minutes, c'est pour ça que j'ai accéléré un tout petit peu, pour vous parler d'un autre type de transporteur. Très rapidement, ça touche encore la cystine, mais tout à l'heure, ça touchait l'absorption de la cystine et ça conduisait à des calculs au niveau du rein, exclusivement. Mais là, ici, la cystine, elle a été bien absorbée. Le seul problème que l'on a, c'est que la cystine, elle est normalement dégradée, vous en avez parlé tout à l'heure du lysosome, elle est dégradée dans le lysosome et que lorsque c'est dégradé, elle doit sortir du lysosome pour être éliminée, cette cystine. Et bien là, ce qui se passe, c'est que les protéines sont dégradées, on observe, on forme de la cystine, mais cette cystine, elle est obligée d'utiliser un transporteur spécifique pour sortir du lysosome et ce transporteur-là, il est muté, il est anormal. Et comme il est anormal, la cystine ne sort pas, elle s'accumule dans la cellule, dans les lysosomes des cellules, et elle va précipiter également, comme tout à l'heure, il y a une insolubilité, c'est une molécule qui est très peu soluble, elle va donc précipiter dans le lysosome. Mais là, ça ne va pas toucher que le rein, ça va toucher tout l'organisme. Et donc, dans tout votre organisme, tous ces patients qui présentent cette maladie, dans tout leur organisme, cette maladie qu'on appelle cystinose, ne pas confondre avec ce que j'ai appelé tout à l'heure cystinurie, cette cystinose va conduire à une accumulation de cystine à tous les niveaux de l'organisme. Et c'est une maladie qui est une maladie grave. C'est des gamins qui sont obligés toute leur vie d'utiliser un chélateur de cystine, qui est la cystéamine, qui est une molécule qu'on retrouve dans le commerce, qui est commercialisé. C'est un médicament pour maladie orpheline, bien évidemment, qui est commercialisé et qui a la particularité de venir former un pont disulfure avec la molécule de cystine et former un disulfure qui n'est plus de la cystéine-cystéine, c'est-à-dire de la cystine, mais cystéine-cystéamine. Et lui, il a la particularité d'utiliser, alors je ne sais pas si je l'ai marqué là, d'utiliser un autre transporteur, ce disulfure cystéine-cystéamine. Cet autre transporteur, c'est le transporteur de la lysine. Et comme ça ressemble étrangement à la lysine, ça passe par là, et du coup, on arrive à dépléter la cellule de cette cystine qui est présente. Mais à savoir que c'est un traitement à vie, que ça touche au départ surtout les reins et les yeux avec des dépôts de cystine. Ces enfants ont du mal à voir parce qu'ils ont des cristaux de cystine dans leurs yeux. Et donc, on déplète toute leur vie durant, à partir du moment où le diagnostic est fait, jusqu'à la fin de leur jour. Alors aujourd'hui, on a un recul d'environ 40 ans sur ces enfants qui sont traités et qui vivent plutôt pas trop mal. C'est comme ça qu'il faut le dire, parce qu'en règle générale, leur fonction rénale, elle est bousillée aux alentours de 20 ans, malgré le traitement, et généralement, ces gamins soit sont en dialyse, soit sont obligés de subir une greffe. Écoutez, j'ai terminé.
j'ai accéléré un peu le rythme. Alors juste vous dire les points que vous devez retenir, c'est résumé ici. Juste ce que je veux pas vous faire peur, parce que c'est vaste, hein, le métabolisme de l'azote. Vous regardez ce qui est tombé les années précédentes et vous allez voir que c'est à peu près toujours la même chose, c'est toujours le même type de QCU. Ça change la donne que je vous poserai. Donc ne vous inquiétez pas. Le tout, c'est que vous sortiez avec une idée claire de ce que représente ce métabolisme de l'azote et de l'importance des voies métaboliques. Hein. C'est lourd, parce que il y a beaucoup de choses à voir, mais retenez que vous pourrez y revenir. Il existe des bouquins, mais que vous en ayez des notions. Et surtout que l'ammoniac, c'est extrêmement toxique et pensez à le faire doser lorsque vous aurez des patients en face de vous. Voilà, et je vous remercie et à demain.